Bonjour les ODH-Notes. Bonjour. Mais également bonjour aux auditrices, auditeurs ou simples curieux et curieuses qui découvrent pour la première fois une vidéo d'ODH TV. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Matin OVNI dans le monde qui est L'actualité OVNI dans le monde. très bien résumée par l'ufologue Rémi Fauchereau. Je vous retrouve actuellement dans le département de l'Yonne, au lieu-dit Le Grand Ponceau, dans le bureau de travail de l'AEPA, à côté de toutes les archives de l'Association d'études des phénomènes aériens non identifiés. Donc là, il y a des rapports d'enquête, mais également les anciens livres de Rémi et le dernier qui est sorti qui se trouve juste là. Au sommaire de cette édition, concernant les infos d'ODH TV, je tiens à signaler que ce Matin OVNI est l'édition d'août et septembre 2019. Poursuivons le sommaire de cette édition. Dans le courrier des ODH-Notes, c'est Rémi Fauchereau, reporter d'ODH TV du département de l'Yonne, mais également président de l'Association d'études des phénomènes aériens, qui répond à 2 commentaires et remarques concernant les éditions du JT OVNI en France et les vidéos en général. Par la suite, Éric Zurcher, ufologue et auteur, vous parlera de rencontres rapprochées du 3e type en fonction de la culture d'un pays. Dans Culture OVNI, c'est Gilles Durand qui s'y colle. Il va vous parler de ses trouvailles concernant la culture populaire autour du phénomène OVNI. Je rappelle que Gilles Durand est membre du SAU, Sauvegarde et Conservation des études et archives ufologiques. Nous passerons par la suite aux annonces des partenaires. Et dans la question de cette édition, c'est Guy Coatenroc, responsable de la Gazette de l'ufologie ou la Gazette des Mousquetaires, qui y répondra. Et dans le dossier de cette édition, Jean-François Primeau, reporter d'ODH TV du Québec, a réalisé fin avril dernier un petit reportage au cours du congrès du MUFON ou du symposium du MUFON Québec. Souvent, je reçois les commentaires suivants pour en venir au Matin OVNI, aux émissions de DH TV, que ce n'est que du blabla. Oui, mais ça, il y aura toujours des gens qui prétendront ça, or que des preuves, on a quand même des témoignages. On a des témoignages qui sont, bon, c'est pareil, le témoignage, il peut être aléatoire, mais il y a quand même des témoignages solides au milieu de tout ça. Pour qu'il y ait un témoignage solide, il faut surtout une bonne enquête ou une bonne contre-enquête pour solidifier, pour donner du grand intérêt au témoignage. Alors, question encore d'un auditeur. Est-ce que tu trouves que les vidéos d'ODH TV font trop années 80 ? Non, c'est ODH TV à sa patte, comme on dit, elle a sa conception, elle a un peu son label, quoi. Non, c'est pas parce que ça a débuté, quand ça a débuté, c'était dans les années 2000, etc. C'était pas vraiment un style années 80, Non, ça s'adapte en fonction des années, parce que chaque année, il se passe des phénomènes différents. La manière dont elles sont présentées, moi, je trouve que c'est très actuel, je trouve pas ça rétrograde, je trouve que ça passe très bien à l'heure actuelle. C'est des vidéos qui ont leur place dans l'actualité du moment, quoi. Quand tu as recensé et que tu as réalisé le catalogue des rencontres, catalogue raisonné des cas de RR3 mondiaux, tu as fait plusieurs pays du monde, même tous finalement. Est-ce que tu as trouvé des différences dans les observations d'entités selon la culture des pays ? Ça c'est une question très complexe, il faudrait une étude poussée, parce qu'il y a un problème là au milieu, c'est que le mythe, ce qu'on appelle le mythe planétaire, concernant les ovnis, les entités, etc., est parallèle à la naissance de l'ufologie. Et donc tu te heurtes très vite à un problème très simple, qui influence qui ? Et il est très difficile de répondre à cette question. Très difficile.
Aujourd'hui encore, j'ai pas vraiment de réponse. Est-ce que, par exemple, tu peux dire, oui, en Amérique du Sud, c'est beaucoup plus violent qu'ici, par exemple en Europe. Si tu as été en Amérique du Sud, tu sais que effectivement la culture, oui, peut être assez violente. Bon, est-ce que le phénomène OVNI est un reflet de ça là-bas? C'est une question, mais il est difficile d'apporter une réponse comme ça définitive. Je ne me sens pas d'émettre un avis comme ça. Moi, je pense que le mythe, que cette intelligence et le mythe interfèrent en permanence dans les deux sens. Je pense que cette intelligence se sert de notre culture. Alors là, je dépasse le mythe, hein, je dépasse l'aspect purement mythique. Elle se sert de notre culture, y compris d'une culture très ancienne, pour intégrer certains éléments dans ce qu'elle nous montre. D'où ma fameuse phrase, hein, seule notre inculture nous empêche de distinguer immédiatement les détails humains présents dans les observations et qui n'ont pas été mis là par hasard. Hein. Ça, c'est certain. Moi-même, je me suis rendu compte de choses dans ma vie par hasard. Alors, des fois, j'ai cherché, j'ai eu la chance de trouver, mais des fois, c'est par hasard. Tu trouves des choses, tu te dis, oh bon sang, ça, j'aurais jamais imaginé. Et oui, c'est d'origine humaine. Enfin, en tout cas, on trouve la même chose chez les humains. Tiens, curieux. Et ainsi de suite, quoi. Tu peux analyser les cas comme ça, essayer de voir. C'est très intriguant. Et ça, c'est un sujet que j'aborde pas trop parce que, comment dire, le travail est un peu en cours là-dessus. Et puis c'est très difficile. C'est encore une fois, c'est le qui de l'œuf ou la poule, hein, là, parce que si tu as des éléments humains dans le récit que te fait le témoin, mais des éléments dont il ignore tout, visiblement, il ignore tout, il ne peut pas savoir ça. Même toi, tu ne peux pas le savoir, tu tombes dessus par hasard ou après des recherches. Y a quand même quelque chose qui nous échappe dans cette histoire. On dirait que cette intelligence a accès à une information qui est totale, hein, et qu'elle puise dedans pour nous montrer certaines choses. C'est, d'un point de vue non réducteur, je dirais que c'est la meilleure hypothèse que l'on ait actuellement. Moi, j'en vois pas d'autre. Mais après, chacun voit midi à sa porte, hein, aussi. Bon. Chers auditeurs, chers visiteurs du site, conseil, toujours fouiller les archives, qu'elles soient françaises ou internationales. Je vais vous montrer un truc. François Haïs a le même, mais en rouge. Et moi j'ai le bleu. Donc, il faut savoir que en septembre 1947, il y a eu ce qu'on appelle le premier jamboree de la paix à Paris, en France. Donc, c'est des concentrations de scouts de tous les pays du monde. Et on a trouvé sur donc Delcamp, site équivalent d'eBay, mais en Belgique, hein, qui est beaucoup plus intéressant. Pour ceux qui s'intéressent, allez sur Delcamp plutôt que sur eBay, parce que c'est beaucoup plus intéressant. Il y a un choix beaucoup plus large et souvent des choses rares. Donc, chaque groupe de scouts de Louveteaux a un fanion. Voilà. Le fanion de ce groupe. Et derrière, le groupe on s'appelait déjà les Martiens Express, hein, et on liait ça aux soucoupes volantes. Donc voilà. C'est splendide, hein, ça n'a jamais été utilisé. C'est-à-dire qu'en fait, le groupe de scouts a dû utiliser un certain nombre, chacun ayant son fanion, rouge ou bleu, mais il a dû en être fait trop. Ceux-là n'ont jamais été utilisés. Voilà, c'est comme quoi il y a des tas d'objets qui circulent et on les découvre comme ça 70 ans après. Carole Lozé, animatrice de l'émission Zone Parallèle sur la radio FM CJMD 96.9, nous a transmis le programme de ses futurs invités de fin septembre à octobre 2019. Je rappelle que cette émission est québécoise et elle est diffusée de midi à 14h, heure Québec, soit de 18h à 20h, heure française.
Je tiens tout de même à signaler que l'émission Zone Parallèle ne parle pas que d'ufologie, il y a aussi du paranormal, des faits inexpliqués, des faits insolites, de l'étrange, etc. Ainsi, le 21 septembre, Jean Cazot vous parlera de son livre qui s'intitule Les Divergents. Le 28 septembre, ce sera au tour de Linda Boivin de revenir sur Zone Parallèle pour vous parler de médiumnité. Le 5 octobre, Jean-Charles Moyen vous parlera de Michael Sala et de la suite de son film Rive Sud. Le 12 octobre, René Chabot vous parlera des expérienceurs et des programmes gouvernementaux secrets comme par exemple le projet MKUltra. Le lundi 14 octobre 2019 se déroulera à Montréal, à l'hôtel Sandman, métro Longueuil, le congrès UFO 901, dont le thème de ce 6e congrès ufologique annuel sera les expérienceurs. Ce congrès se déroulera de 9h à 17h30 et rassemblera 10 conférenciers. Pour plus de renseignements, cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo. Comment vois-tu l'ufologie des années 20, c'est-à-dire 2020 Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que ça devienne un peu plus sérieux, quoi. Que les gens qui s'occupent de ça s'occupent vraiment de ça, mais pas de conneries. Et qu'ils arrêtent à se bouffer la tronche, parce qu'il faut voir, hein. Puis passons dès à présent au dossier de cette émission, donc un reportage réalisé par Jean-François Primeau de l'ADIPAN, parce qu'il est reporter d'ODH TV pour le Québec, mais également responsable de l'entité, enfin de l'entreprise qui s'appelle l'ADIPAN, et qui est toujours en cours de création, donc vous voyez le logo. Donc il va vous parler et vous présenter le symposium du MUFON, qui s'est déroulé aux alentours du 27 avril 2019. Chers ODH Notes, bonjour, mon nom est Jean-François Primeau, reporter pour ODH au Québec. Nous sommes samedi le 27 avril 2019, une journée très intéressante car nous sommes à l'hôtel Victorin à Victoriaville et croyez-le ou non, nous sommes aujourd'hui au séminaire du MUFON Québec. Alors j'ai très hâte de vous présenter nos conférenciers d'aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous en présenter quelques-uns. Alors, sans plus tarder, je vous demande de venir avec moi et je vais vous présenter les faits saillants de ce congrès ou séminaire du MUFON Québec. Puis on essaie de former des enquêteurs parce que très rapidement, ils vont détecter c'est quoi une méprise, parce que 75% du temps, c'est des méprises, pour pouvoir consacrer leur temps à des cas où il y a plus de matière. T'sais, ça ne veut pas dire que la lumière, c'est à rien, mais tu as juste vu une lumière passer. Ça ne nous donne pas beaucoup d'informations. Il me fait grand plaisir de vous présenter le maître de cérémonie de ce séminaire MUFON 2019, Richard Tremblay. Notre ami Richard fait partie des rares personnes à parler publiquement de ses expériences en lien avec les ovnis. Il a vécu, entre autres choses, une rencontre rapprochée de 4e type. Ayant été dans le monde artistique une grande partie de sa vie, Richard est donc très à l'aise lorsqu'il est temps de s'exprimer en public. Il a joint le MUFON à titre d'enquêteur de terrain en août 2017 et c'est avec lui aujourd'hui qu'on va pouvoir passer à travers ce séminaire du MUFON. Il sera donc le maître de cérémonie qui va nous accompagner pour découvrir cet événement. Donc, en gros, c'est des conférenciers avec plusieurs présentations. Sylvie, c'est ça, elle, quand elle est arrivée, déjà, elle est arrivée avec elle, avec des cas. Parce qu'il y a des gens qui disaient déjà qu'il y avait des choses à raconter. Elle dit, attendez que j'aie fini mon test d'enquêteur, puis après ça, on va se rencontrer, puis elle a fait ça. Donc, elle a très bon cas à nous présenter. Bien sûr, je vous présente Sylvie Lamotte, retraitée comme intervenante des services sociaux.
Sylvie rencontre le phénomène OVNI en filmant le témoignage de son père, pas ni plus ni moins. Sa curiosité et sa psychologie font des atouts très appréciés au MUFON. Bon, d'accord, je m'appelle Sylvie Lamotte et puis je suis néophyte enquêtrice MUFON. Et voilà, aussi simple. Mon intérêt pour le phénomène OVNI est comme récent, ok, puis il est en veilleuse, disons. Là. Ok, bon, en veilleuse. C'est un intérêt qui est en veilleuse. Est-ce que tu as déjà eu beaucoup d'enquêtes jusqu'à présent? Est-ce que ça commence à développer, là? Si on dit là, 1, 2, 3... Moi, je rencontre des personnes, ok? Puis c'est des personnes qui ont vécu 1, 2 ou 3 événements. Puis des fois, ça peut faire 3 enquêtes qui vont avec une personne. Exact. Donc, il y a toujours l'aspect aussi de faire vérifier nos documents ou nos recherches par des gens comme des directeurs de région. Donc, il y a toujours un suivi aussi qui se fait au niveau professionnel. Oui. Malgré mon manque de connaissances, là, je ne suis pas tout seul. Là, quand je fais une enquête MUFON, c'est quand même très sérieux. Là, puis c'est ça. Oui, quand j'ai des questions, je peux me référer à des gens qui sont plus expérimentés que moi. Et de toute façon, les témoins, les personnes qui ont vécu des choses, souvent sont capables de raconter « j'ai vu ça, j'ai fait ça, il est arrivé ça ». Puis, et voilà, des fois, c'est très, très clair. Là. Fait que moi, tout ce que j'ai à faire, c'est cueillir l'information. Écouter, oui, c'est ça. C'est la première qualité, d'après moi, qu'un investigateur devrait avoir. Et je sais, j'ai eu la chance de parler avec toi un petit peu avant, tu portes une grande attention aux témoins et à l'écoute des témoins. Le MUFON, en fin de compte, Mutual UFO Network, je pense que plusieurs personnes savent ici c'est quoi. C'est un réseau d'enquête international spécialise dans la recherche sur les OVNI. Ça existe depuis 1969, puis il y a des chapitres un peu partout dans le monde. Puis moi, quand je suis venu ici avec le MUFON, c'était avec Jean-Charles, on a fait notre petit test en 2014. J'étais très content d'avoir passé ça, devenu enquêteur. Puis l'année d'ensuite, c'est là que je suis devenu directeur provincial, et Jean-Charles est devenu directeur adjoint provincial. Puis on a commencé à développer ça, faire des vidéos, des enquêtes. On ne peut pas passer sous le silence de ce super film qu'on appelle Rive-Sud. C'est monsieur Jean-Charles Moyen et Mélissa Charret qui a travaillé sur ce film et d'ailleurs, il joue dedans. Ne lâchez jamais vos rêves, c'est important. Beaucoup de gens vont vous dire ça ne marchera jamais et Dieu sait s'il y en a eu beaucoup qui m'ont dit ça. C'est évident, même si c'est vos amis, au bout de 4-5 ans, ils disent lâche l'affaire. 7 ans, puis ça y est. Les retombées en fait médiatiques ont été importantes au sein de la diffusion du film. C'est pas fini. Et aujourd'hui, je suis très satisfait du résultat et de la réaction du public. Quand les gens viennent, quand on est allé à Québec et que Carole a interrogé le monde en sortant, c'est pas des acteurs qui vont te raconter des choses. Tu vois que ça sort du cœur. La journée progresse pendant ce séminaire du MUFON 2019 et croyez-moi qu'on a des invités super intéressants. Puis avec le temps, d'autres personnes se sont joints à nous, puis ça grossit. Puis à un moment donné, ça a fait que là, ils m'ont nommé directeur national de MUFON Canada. Donc c'était un autre niveau de gestion, mais le défi est tout aussi intéressant. Et toi, de ton travail au niveau du MUFON présentement, qu'est-ce qu'on doit s'attendre pour le temps à venir? Bien, moi j'ai pris ça fait longtemps que je suis avec MUFON, ça fait depuis 1988-89. Mais j'ai décidé de prendre une distance parce que la recherche en tant que telle, pour moi, c'est très important. Mais je vois qu'on est rendu un peu dans la répétition. J'ai décidé de plutôt me concentrer sur l'argument de la discrimination du fait. Donc, aujourd'hui, on vit dans le monde où on vit dans un monde où la discrimination n'est vraiment plus acceptable. On le faisait il y a 10 ans. Aujourd'hui, tu peux perdre ta job en 2 secondes. Et il faut faire attention à comment on s'exprime avec raison. Il faut faire attention à comment on traite les personnes avec raison. Donc la discrimination est devenue quelque chose qu'on est beaucoup plus conscient aujourd'hui qu'on l'était dans le passé. Par contre, on a encore beaucoup d'étapes à franchir concernant la discrimination contre le monde qui ont vu quelque chose de hors de l'ordinaire.
Surtout que le phénomène est souvent ridiculisé par beaucoup de gens qui ne prêtent pas attention à ça, et c'est pour ça que mon film est là pour un petit peu changer les choses aussi. Je l'aime beaucoup. C'est qu'on n'a pas le droit de rire de n'importe quoi. Par contre, si quelqu'un a vu un ovni ou on a eu une expérience, ben ça, c'est gratuit, on peut rire de ça. Et that's okay. No, it's not. Exact. Et donc, c'est plutôt sur ce côté-là. On est en train de développer un site qui va s'appeler wearenotAlone.com. Nous ne sommes pas seuls, donc en anglais. Et un mouvement qui va s'appeler WANA. We are not alone, les 4 premières lettres. Et le mouvement WANA est pour conscientiser le monde qu'il faut arrêter de discriminer. C'est une très, très bonne chose. Et ça ne nécessite pas que vous croyiez au phénomène ou pas. Si vous y croyez pas, c'est correct. Parce que je pense que la beauté dans ce que tu fais, c'est que la seconde qu'on va avoir, les gens vont porter un jugement, ça va empêcher la personne qui a vécu une expérience d'être capable d'évoluer à travers ça. Il faut juste venir prendre 5 minutes avec un investigateur, dire j'ai vécu quelque chose. Puis on passe tellement de temps, autant en VH, à la radio, moi-même sur le terrain, de dire on commence. Les gens vivent ça un peu comme un viol, un peu quand il se fait. Exactement. C'est bien dit, c'est vrai, ça, c'est correct d'en parler, puis il y a des gens qui vont vous écouter, mais il faut en parler. Absolument. Fait que j'ai connecté beaucoup avec ce que tu dis. Qu'est-ce que tu viens de dire, c'est tu as vraiment dit le mot-clé comme un viol. Je fais toujours la comparaison parce que c'est déjà un traumatisme avoir vécu quelque chose. Ouais, c'est vrai. Il y a du monde qui ont été traumatisés simplement pour avoir témoigné un ovni. C'est une lumière ou un objet dans le ciel. Ta job, tu peux, je pense juste qu'on y croit ou pas, au Dr. Reed qui a emmené l'entité chez lui, puis il a perdu sa job, he's wired everything, you know. La personne qui vit ça, normalement, c'est des personnes qui ont une vie normale. Et tout à coup, ils n'ont jamais cherché ça. Exact. Et donc, tout à coup, ils se sont trouvés avec ça dans leur vie. Déjà, ça, c'est traumatisant. Si c'est quelqu'un qui a vu une entité ou il a été dans un contact avec une entité, c'est encore plus traumatisant. Et donc, ils ont déjà une vie difficile à cause de ça. Et c'est l'égalité de dire, OK, quelqu'un qui a été violé, c'est déjà une grosse chose. Si on rit de ça, c'est jeter du gaz sur le feu. Aucune difficulté à m'imaginer comment sa vie va être un cauchemar pour les 5 prochaines années. Là, puis là, on parle même pas de la DPJ qui peut se ramener dans le dossier, des parents qui veulent rien savoir, des amis qui vont... C'est incroyable. Il y a une chose que je comprends, c'est que il y a des personnes, ce qu'ils voient, là, c'est pas acceptable rationnellement. Fait que c'est sûr qu'on a toutes sortes de mécanismes de défense comme personne. On ne croit pas ce que l'on a vu. Il y a justement quelqu'un qui me racontait que quand elle allait au cégep, il y était 2 personnes dans 2 voitures différentes qui s'en rendaient au même endroit, 2 amis. C'était pas très écologique, mais c'était ça. Et elles ont vu toutes les 2 un objet sortir de la rivière Saint-Maurice, qui était gros comme un gros sous-marin, mais qui s'est envolé dans les airs. Alors, quand elles sont arrivées toutes les 2 à destination, elles se sont dit, mais coudonc, as-tu vu ça, cette affaire-là? L'autre a dit, ben oui, je l'ai vu. Mais, la remise en question. Mais on n'en parle plus. Même s'ils l'ont vu toutes les 2, toutes les 2 ont mis un X là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est pas acceptable. Non, c'est ça. Personnellement. On peut pas croire qu'on a vu ça, parce que là, on se dit, ben là, on est fou. Puis si on le dit, ben là, c'est encore pire. Donc, comment quelqu'un me croirait si je me crois pas moi-même? C'est ça, exact. Mais c'est bien d'avoir cette perception-là aussi. Parlant de Emily Trim, elle a tellement eu de problèmes de ce genre par après l'événement de Zimbabwe qu'elle a complètement caché cette expérience dans sa vie pour quasiment 15 ans de sa vie. C'est vrai. Et ça peut aller aussi loin que le suicide. Ah, ben il y en a eu des suicides. On en parle, on a de la misère à le dire parce qu'on sent qu'il y a un malaise. Mais absolument. Il faut le dire. Il y a des gens et c'est justement c'est à travers des années d'avoir rencontré du monde qui ont vécu des choses comme ça. J'en ai rencontré du monde qui ils voulaient se suicider. On a trouvé des notes. On a dû les sauver parce que c'était du monde qui ne trouvait aucune paix, aucune place où ils pouvaient trouver une paix, disons, par rapport à ça.
Et donc, voilà une cause qui vient soutenir leur traumatisme, soutenir la cause qui dit arrêtez de les ridiculiser, au moins écoutez. At least. At least. Juste ça. C'est déjà une étape. Vous savez, le cas des crop circles fascine bien des gens et c'est d'ailleurs un des cas que mon cher ami et collègue Éric Tessier a eu la chance d'investiguer ici au Québec pour le Moufon. Éric est un enquêteur ufologue qui fait partie du Star Team Moufon, donc ni plus ni moins, c'est un peu le GTI de l'équipe du Moufon. Technicien dans l'âme, Éric apporte au Moufon de la rigueur essentielle à l'analyse des photographies ou même des vidéos. Sur le terrain, il a enquêté sur le Crop Circle de Saint-Lin. Éric a travaillé sur une 50aine d'enquêtes déjà, donc c'est un enquêteur qui est très en vue au sein de l'organisation. Marc Saint-Germain, enquêteur ufologue, auteur et conférencier, il est impliqué dans de nombreuses activités de sensibilisation du public concernant le phénomène OVNI. Nommé directeur national du Moufon Canada en février 2019, il a pour la responsabilité de la gestion et le développement du Moufon à l'échelle canadienne. Et vous allez voir, il était très occupé cette journée-là, mais je suis très fier de l'expérience qu'il nous a offert aujourd'hui. C'était un très beau congrès, donc encore une fois, un gros merci à Marc Saint-Germain. 18 août 2018, l'enquête pour cas d'enlèvement débute. Certaines des réponses du questionnaire nous indiquaient que le témoin avait probablement vécu une expérience rapprochée du 4e type, soit un enlèvement extraterrestre. Nous avons pris rendez-vous avec le témoin pour la rencontrer afin d'en savoir davantage. Le 18 août 2018, Luigi Vanstelli et moi-même, Marc Saint-Germain, nous sommes rendus chez les témoins et avons entrepris une enquête pour cas d'enlèvement. La mère du témoin était également présente et a collaboré tout au long de cette rencontre. Parce que dans mon rêve, ce qui s'était passé, j'ai vraiment du mal à me souvenir pour vrai. Je me souviens que j'étais comme sur une table, puis il y avait comme 4-5 personnes ou je sais pas quoi autour de moi, j'ai pas vraiment vu. Pourquoi tu dis je sais pas quoi? C'est parce que je vois juste comme des... Dans mon souvenir, à moi, c'est comme des silhouettes blanches. Okay. Puis, il y avait comme, je sais pas, je pense qu'il y avait comme fouillé à l'intérieur de moi, ou en tout cas, c'était passé quelque chose, puis il m'avait ouvert, puis il m'avait comme mal refermé. Je sais pas si tu te rappelles, tu m'avais même un petit peu arrêté quand je t'avais posé la question en ondes à la radio, par rapport à ton combat que tu avais dans ton film, avec, maintenant il est dévoilé, ce combat-là, c'est quoi la signification de ça par rapport à ton expérience à toi? Tu veux dire le combat dans l'usine? Oui. Ben, ça, c'est un rêve récurrent que je fais dans mon film parce qu'en fait, le personnage est hanté par des cauchemars. Okay. Et on sait très bien que les gens qui se font abducter, des fois, ont des images mentales qui ne sont pas les bonnes pour justement cacher autre chose qui leur est arrivé. Okay. C'est ça que je mets, puisque c'est un cauchemar, c'est un rêve, mais en même temps, tout rêve a une signification particulière. Et le mien en a une. Mais encore une fois, je suis obligé de t'arrêter parce que je ne peux pas te dévoiler. C'est un petit malin. Je ne peux pas te dévoiler les punchs de mon film. Parce que c'est un rapport avec justement pourquoi je fais ce genre de rêve. D'autres projets pour toi dans le futur? Il y aurait peut-être une suite. Okay. Il ne faut pas passer sous le silence une entrevue que Marc Saint-Germain nous a présentée à ce congrès. C'est une entrevue très spéciale avec Kathleen Marden, qui est un peu la directrice des expérienceurs du Research Team Moufon et qui est aussi la nièce du fameux couple d'abductés Betty et Barney Hill. Kathleen Marden s'intéresse au phénomène des enlèvements depuis des décennies. Depuis qu'elle enquête sur ces aspects particuliers de l'ufologie, elle a amassé de nombreux témoignages dans lesquels on a donné suffisamment d'informations pour classer les enlèvements par type et de produire des données statistiques. La meilleure position que je trouve devant ce phénomène-là, c'est d'abord de douter, d'être sceptique. Oui. Okay? Et de regarder toutes les autres possibilités, toutes les autres explications possibles,
mais de ne pas oublier d'envisager celle-là qui pourrait avoir eu vraiment un ovni, une soucoupe volante. Le phénomène ovni peut être plein de choses, c'est juste un nom, c'est ovni, objet volant non identifié. Écoutez, on pourrait continuer à parler pendant longtemps. Je vais la libérer parce qu'il y a quand même le séminaire qui est en cours, mais soyez sûr que je vais vous réserver d'autres entrevues avec notre cher ami. Alors, ici Jean-François Primeau, je vais te remercier. Un gros merci. C'est super gentil. Merci de m'avoir donné une belle entrevue. Alors, c'était Jean-François Primeau pour ODH TV. Bien sûr, ce séminaire ne serait pas complet sans le travail remarquable de Jenny Charreau, donc photographe professionnelle et ancienne correspondante de presse pour le quotidien Ouest France. Jenny devient enquêtrice moufon en décembre 2017. Jenny a été promue au poste de directrice adjointe des enquêtes du Moufon Canada en février 2019, donc il ne faut pas oublier sa grande implication au sein de l'entreprise. Luigi Ventitelli est un conférencier dont le public attend toujours avec impatience la performance. Aujourd'hui, Luigi va nous téléporter en 1994 au Zimbabwe. D'ailleurs, on se rappellera que ce cas-là avait été investigué par nul autre que Dr. John Mack. Le 16 septembre 1994, exactement. Au Zimbabwe. C'est ça. Donc, si on résume un peu les faits, c'est quoi? C'est à peu près 10h15 du matin. Les enfants, une grande partie des enfants sont sortis de l'école pour la récréation. Il y avait une zone où ils pouvaient jouer et c'était délimité par des troncs d'arbres qui avaient été coupés. Okay. Les professeurs étaient à l'intérieur, ils étaient en train de faire une réunion de staff. Et tout à coup, les enfants ont entendu un bruit comme une sirène qui sonnait, mais très très aigu. Ils ont noté 3 objets dans le ciel, un objet en particulier qui a atterri entre 2 arbres, pas loin de la cour d'école. C'était un objet circulaire argent. Okay. Et il y a certains élèves certains des enfants ont eu peur, donc ils se sont éloignés, okay. Pendant que plusieurs se sont rapprochés. Et en se rapprochant, ils ont vu deux êtres, 2 entités qui sont sortis et qui couraient. C'était des êtres noirs. Okay. De loin, ils les voyaient noirs. Et tout à coup, les êtres se sont trouvés à être juste à côté des enfants. Okay. Et donc, il y a eu une communication qui s'est faite. C'était des êtres, évidemment, la physionomie était complètement différente, très mince, très petit. D'ailleurs, les enfants disaient la même grandeur que eux, parce que c'était des enfants de 7-8 ans. Et donc, c'était pas mal la même hauteur. Ils ne touchaient pas à terre. Les êtres étaient à 1 pied de la terre. Et étaient très minces, grosse tête, gros yeux noirs. Et ils ont reçu, les enfants ont tous vu un genre de communication télépathique, des images qui se projetaient dans leur tête. Ça les a un peu bousculés parce que là, ils ne s'attendaient pas à ça. Okay. Et la dernière image était une explosion. Ça a causé beaucoup d'enfants d'avoir une mauvaise expérience à cause de ça. Okay. Et la cloche a sonné et soudainement, les êtres étaient partis et l'objet était parti. Okay. Donc, les enfants sont retournés dans l'école et là, ça a commencé. Ils ont commencé à décrire qu'est-ce qu'ils avaient vu. Ça a fait fureur. Évidemment, les professeurs pensaient que c'était une blague, jusqu'à temps qu'ils ont réalisé que ce n'était pas une blague. Et c'est devenu une histoire qui a été médiatisée à travers le BBC au niveau mondial. Et c'est là que John Mack est rentré. Exactement, c'est ça. Ouais. C'est quand même, moi j'ai vu ce cas-là, puis je me rappelle, j'étais petit quand même, je l'ai vu. Puis c'est un des cas qui m'a influencé à devenir ufologue. Il y a Sainte-Marie de Mont-Noir du Québec, mais ce cas-là, c'est un cas exceptionnel pour beaucoup de raisons. D'ailleurs, tu parlais du message tantôt, de la pollution. J'aimerais que tu me parles un peu par rapport au projet du message. Ah oui. Le plus gros du message qui avait été transmis aux enfants avait un rapport intégral avec l'eau et l'air. Okay. Donc, c'était vraiment quelque chose qui a un rapport avec l'écologie. Si on s'entend, c'était vraiment, les enfants sont sortis de là en disant il faut vraiment faire attention à notre planète, il faut entretenir l'eau et l'air. Ce qui était extrêmement important comme détail parce que ces enfants-là n'avaient pas vraiment,
en 1994, on n'avait pas encore développé beaucoup d'éléments marketing au niveau de sauver la planète. C'était pas encore... C'était pas aussi popularisé l'aspect du réchauffement climatique. C'est ça. C'était là, mais c'était pas... bof. Exactement. C'était dans le début de ça a commencé dans les années 1997 et plus tard. Et donc, ces enfants ont parlé de quelque chose qu'aujourd'hui est considéré un des points les plus importants. C'est tellement d'actualité. Exactement. C'est ça. Et ça, c'était le message, un des messages principaux. Le deuxième était notre façon d'utiliser la technologie. Ils nous ont dit, il y a une bonne façon et une mauvaise façon, vous pouvez faire mieux. Donc, c'était communiqué à des enfants. Donc, I wonder why. Excusez-moi, on se demande pourquoi. Mais... Et donc, voici, tu vois des jeunes filles, des jeunes garçons en train de parler de choses vraiment sérieuses. Et tout le monde se dit, mais voyons donc, pourquoi qu'ils parlent de... Tu n'es pas supposé de parler d'écologie, puis pourquoi que la Terre... Surtout à Arua, Zimbabwe, quand ils n'avaient pas de télé, il n'y avait pas vraiment d'influence extérieure. Influence pour leur donner cette information autre que les professeurs, mais en réalité, ils apprenaient d'autres choses. J'ai eu la chance de savoir c'était quoi les cours. Je m'intéressais aussi à comprendre quelle sorte de choses que vous parliez dans les classes, mais tu sais, c'était de la mathématique, la géographie, les animaux, donc c'était pas relié à ça. Alors, c'est ça. Et donc ça a été le message principal. Et aujourd'hui, tous les enfants sont maintenant des adultes et ils sont tous ils s'expriment énormément sur ce sujet à tous les jours. C'est ça. Mais est-ce qu'il y a eu intervention de leur part pour essayer de sauver? Tantôt, je te posais la question, est-ce qu'ils sont rendus engagés à Greenpeace ou des choses comme ça? Donc, est-ce qu'il y a eu une influence dans leur carrière pour aller... Avec sincérité, je ne connais pas tous les enfants parce qu'ils sont ailleurs. C'est Randall qui le connaît extrêmement bien. Je sais qu'il y en a plusieurs de ceux que je connais. Il y en a une que je connais qui a été très forte au niveau de l'égalité de femmes. Ça c'est un bon point. Pour le cas de Emily elle-même, elle a été très vocale au niveau je vais dire plutôt de la façon qu'on traite les enfants et l'écologie en général. Puis on en parle à tous les jours si jamais elle a la chance, mais elle n'a jamais vraiment pris le temps de s'associer à un groupe en tant que tel. Et les autres, je ne le sais pas. Ça se peut qu'ils ont fait des choses, je ne sais pas. Je pense que le temps va nous le dire. Oui. Je pense que c'est un cas qui est le fun aussi à regarder avec le temps. Puis dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être qu'on va se retrouver ici, qu'on va avoir une autre discussion par rapport à ce cas-là. Ouais. Merci beaucoup tout le monde d'être venu. C'était vraiment excellent. C'est de mieux en mieux d'année en année. Puis on est là pour s'améliorer. On a des petits culs des fois pour les petits en haut. Donc à l'année prochaine. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez aimé votre séminaire d'aujourd'hui? Oui. Oui? Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient commenter pour ODH en Europe? Mon nom c'est Louis. Louis, et puis qu'est-ce que tu as aimé dans ce séminaire du MUFON 2019? Ben, j'ai aimé les témoignages. Les témoignages très, très intéressants. Puis, ça nous donne une prise de conscience. Moins tabou ou encore du travail à faire? Ben, je dirais, je pense que c'est sûr qu'il y a toujours du travail à faire. Il va toujours en avoir du travail à faire. Mais je pense qu'on est plus prêt en 2019 à entendre la réalité. Un conférencier qui t'a marqué aujourd'hui? Évidemment, Luigi. Luigi de son prénom, son nom de famille, c'est Vanstelli. Oui, extraordinaire. Moi aussi, dans l'entrevue, je me suis trompé. À chaque année, surtout sur le reportage pour Ariel. Oui, c'était merveilleux. On a appris des belles choses, des beaux témoignages. C'était vraiment intéressant.
permet de remercier l'administration ici de l'hôtel Victorin qui nous ont prêté une salle ici juste pour nous. Fait qu'on veut les remercier. Et je veux aussi remercier mon directeur technique, Stéphane Duclos, qui m'a emmené ce matin de bonne heure, parce que quand même Victoriaville. Ouais. Et puis un gros merci à mon collègue qui nous suit maintenant et qui est maintenant rendu le directeur des opérations de la DIPA. C'est ainsi que se conclut aujourd'hui ce séminaire du MUFON 2019. Je dois avouer que c'était extrêmement intéressant, que ce soit d'écouter les conférences de Luigi, d'Alain Desroches, de Éric Tessier, de Marc Saint-Germain, de Sylvie Lamotte. Bref, là j'en oublie, mais c'était absolument captivant. Il y avait énormément de gens aujourd'hui à l'hôtel. C'était plein à craquer. Encore une fois, le MUFON nous ont donné un bel événement qui était riche en informations. L'accueil était chaleureux. Alors, je n'ai eu que d'autres choix que d'apprécier beaucoup le travail du MUFON Québec. Alors ici Jean-François Primeau qui vous souhaite une excellente journée et qui vous dit à la prochaine. Voilà, c'est la fin de cette édition de Matin on vit dans le monde. Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à faire cette édition. Mais un grand bravo à Jean-François Primeau d'avoir réalisé cette vidéo sur le symposium du MUFON Québec. C'est pas Rémi ? Ah oui, absolument. Un travail remarquable fait par Jean-François. D'ailleurs, Jean-François a été interviewé dernièrement. Ça avait été diffusé. Excellente interview aussi que je vous conseille de voir si vous ne l'avez pas visionné. Eh bien, moi, maintenant, c'est à moi de te remercier, Rémi, d'avoir participé une nouvelle fois au Matin OVNI, qui est une émission où souvent tu rates le début. Mais là, ça s'est passé nickel. Oui, ça fait déjà un certain nombre d'années que tu viens chez moi et que l'on travaille ensemble. Et on construit petit à petit l'ufologie du futur. Oui, effectivement. Et aujourd'hui, Rémi, il a de jolies paroles. Hein. Ça se voit qu'il a enregistré toute l'après-midi. N'est-ce pas, Rémi ? Oui, absolument. T'es pas trop fatigué ? Non, ça va. Je tiens également à remercier Gilles Durand, toutes les personnes qui sont intervenues dans cette édition de Matin OVNI, mais également vous autres, ODH Note, les membres de l'équipe d'ODH TV, les amis d'ODH TV. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine édition de Matin OVNI dans le monde. Mais attention, soyez très vigilants, n'oubliez pas la bonnette à réseau de diffraction et la station météo. Et à très bientôt sur les chemins et routes ufologiques en France ou dans le monde sur ODH TV. Au revoir. Au revoir.